Sous la terre de Cappadoce, en Turquie, s'étend un monde invisible, un univers souterrain qui défie l'imagination et questionne encore les archéologues aujourd'hui. Ce lieu, c'est Derinkuyu, une cité creusée directement dans la roche, capable d'abriter non pas une centaine de personnes, mais jusqu'à 20 000 habitants, avec leurs familles, leurs animaux et leurs ressources. Un chiffre vertigineux qui donne le vertige quand on pense aux conditions techniques de l'époque. Car ce réseau ne ressemble pas à une simple grotte élargie. C'est une véritable ville souterraine avec des étages entiers, des puits, des cuisines, des chapelles, des systèmes d'aération et même des portes de pierre conçues pour défendre les habitants en cas d'invasion. Découverte officiellement en 1963 par hasard, lorsqu'un habitant démolissant un mur de sa cave a mis au jour un passage secret, Derinkuyu a aussitôt fasciné. Derrière ce mur se cachait bien plus qu'un tunnel. C'était l'entrée vers un labyrinthe immense, réparti sur plusieurs niveaux, certains descendant jusqu'à 60 mètres de profondeur. Comment un tel complexe a-t-il pu être conçu? Et surtout, pourquoi? La question reste sans réponse définitive. Les archéologues estiment que la roche tendre de Cappadoce, un tuf volcanique facile à tailler, a permis à des générations entières d'élargir, creuser et perfectionner ce réseau. Mais si la matière se prête à la sculpture, elle demande aussi une maîtrise incroyable. Car un seul mauvais calcul pouvait provoquer un effondrement. Pourtant, les galeries tiennent encore aujourd'hui, preuve que les bâtisseurs maîtrisaient un savoir technique qui nous échappe en partie. Les historiens avancent que les premiers creusements dateraient des Phrygiens, vers le 8e siècle avant notre ère, prolongés et agrandis ensuite par les Byzantins, notamment pour se protéger des invasions arabes. Mais ces hypothèses, aussi solides soient-elles, n'expliquent pas tout. Car l'ampleur du site dépasse le simple besoin de refuge temporaire. On parle de plusieurs dizaines de niveaux potentiels, dont seulement une partie a été explorée. On parle de galeries capables de relier entre elles plusieurs villes souterraines. Comment expliquer une telle ambition? Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Si ces mystères te fascinent autant que moi, pense à t'abonner dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Ton soutien permet de continuer à creuser ces histoires incroyables, parfois effrayantes, toujours captivantes. La première chose qui surprend à Derinkuyu, c'est son organisation. Rien n'a été fait au hasard. Les puits d'aération assurent une circulation d'air jusque dans les niveaux les plus profonds. Les cuisines sont placées à des endroits stratégiques pour que la fumée s'évacue sans trahir la présence des habitants à la surface. Les écuries, les caves à vin, les pressoirs à huile, tout était pensé pour permettre une vie normale, même sous terre. Et pour la défense, des pierres circulaires immenses, pouvant peser jusqu'à 500 kg, étaient utilisées comme des portes. Roulées dans un couloir, elles scellaient un passage, rendant toute intrusion impossible. Ce sont de véritables boucliers de roche. On imagine sans peine la vie dans ces couloirs. Des familles entières descendaient lorsque le danger approchait. Les enfants devaient s'habituer à la lumière des torches, aux odeurs de nourriture stockée, au silence lourd de la roche. Les animaux vivaient dans les premiers niveaux et leur bruit résonnait dans la pierre. Plus bas, c'étaient les prières, les repas partagés, les conversations étouffées. Un peuple entier, vivant littéralement sous la surface, invisible aux envahisseurs. Pourquoi un tel besoin d'invisibilité? Les invasions successives expliquent en partie la nécessité de se cacher. Mais certains chercheurs vont plus loin. Certains y voient une adaptation à des conditions climatiques extrêmes. Et si Derinkuyu avait été pensé, au départ, non pas comme un refuge militaire, mais comme un abri contre un cataclysme naturel. Des éruptions volcaniques, des hivers interminables, des sécheresses. La région a connu des bouleversements géologiques majeurs, et la mémoire de ces événements aurait pu pousser les habitants à chercher refuge sous terre. Un autre élément ajouté au mystère, les galeries ne sont pas isolées. Plusieurs cités souterraines de Cappadoce semblent reliées entre elles par des tunnels. Cela suggère une organisation régionale, une sorte de réseau invisible capable d'accueillir des populations entières en cas de crise. Une civilisation souterraine planifiée, presque comme une seconde carte du territoire mais sous la roche. Les archéologues modernes restent prudents. Ils savent que la roche peut être datée, mais les couches successives d'aménagement rendent toute datation complexe. Chaque époque a laissé sa marque, les Phrygiens, les Byzantins, puis plus tard, les communautés chrétiennes. Mais l'idée qu'un noyau plus ancien, perdu dans la nuit des temps et servi de base, reste présente. Car qui peut dire avec certitude où s'arrête l'histoire et où commence la légende? Certains auteurs alternatifs avancent des hypothèses plus audacieuses.
Pour eux, Derinkuyu ne serait pas seulement un refuge humain, mais la trace d'un savoir oublié, voire d'un contact ancien avec une civilisation disparue. Ces idées ne font pas consensus, bien sûr, mais elles alimentent la fascination. Car, il faut le reconnaître, même en admettant la théorie la plus raisonnable, les questions demeurent. Comment coordonner un chantier d'une telle ampleur sans plan moderne? Comment ventiler des dizaines de niveaux sans créer de suffocation? Comment tailler des galeries immenses, droites et stables, sans instruments de mesure sophistiqués? Et si l'on descendait encore, non pas seulement dans la roche, mais dans le quotidien de ceux qui ont vécu ici? Imagine la respiration même de la cité. L'air ne circule pas au hasard. Il suit des cheminées d'aération qui percent la masse du tuf volcanique comme des flûtes géantes. Des artisans ont dû tester le tirage en allumant des lampes à huile, observer la danse de la flamme, ajuster des percements jusqu'à ce que la fumée trouve naturellement sa sortie. En surface, des ouvertures discrètes pouvaient se fondre dans le relief, se camoufler sous des abris pour que l'ennemi ne soupçonne rien. Chaque niveau a sa fonction. En haut, près des accès, les écuries et les espaces de stockage, faciles à évacuer en cas d'urgence. Plus bas, les cuisines et les salles communes, là où l'odeur du pain et des herbes séchées pouvait se mélanger sans envahir toute la ville. Encore plus bas, des chapelles et des pièces de prière, pensées pour que la communauté garde son cœur même dans l'épreuve. Et partout, ces portes meulières rondes, capables de bloquer un passage d'un seul geste. On les roule, on les cale dans leur rigole et tout devient silence. Certains guides locaux racontent un rituel. Lorsqu'un signal était donné en surface, les familles descendaient, l'ordre était réglé comme une liturgie. Les plus âgés en premier, les enfants au milieu, les guetteurs en dernier. Une poignée d'hommes restait près des entrées, la main sur la pierre, prêts à tout sceller. Est-ce une tradition tardive reconstruite par la mémoire? Peut-être. Mais elle colle étrangement à l'architecture du lieu. Tout ici parle de discipline collective, d'un savoir transmis de bouche à oreille, sans plan gravé, sans manifeste. Il y a aussi les sons. Sous terre, la roche transforme la moindre voix en murmure. Les couloirs tordent les échos, les salles ovales font vibrer le souffle. Les bâtisseurs ont sûrement appris à écouter la pierre autant qu'à la tailler. Une paroi trop sonore indiquait une zone creuse, une fissure à éviter, une paroi sourde promettait de la stabilité. À force d'essais, ils ont dû élaborer une géométrie pratique, un art des angles et des épaisseurs que l'on ne retrouve dans aucun traité, mais qui saute aux yeux quand on marche là-dessous. Pourquoi tant de prudence? Les historiens évoquent des vagues de menaces, incursions, razzias, période d'iconoclasme, routes commerciales qui attirent autant la richesse que la convoitise. La Cappadoce n'a jamais été un bout du monde, c'est un carrefour. À chaque époque, une raison différente a pu pousser les habitants à réactiver la ville souterraine. Un siècle pour creuser, un siècle pour agrandir, un autre pour oublier, puis revenir et réutiliser ce que les anciens savaient laisser. Certains pensent que Derinkuyu faisait partie d'un réseau plus vaste. Des tunnels, longs de plusieurs kilomètres, auraient relié des agglomérations entières, permettant de circuler sans être vus. La poussière du temps a comblé des sections, mais l'idée d'un territoire invisible, sous nos pieds, reste plausible. Une seconde carte de la Cappadoce, tracée non pas à l'encre mais au ciseau, sur la peau de la terre. Et puis, il y a le silence des archives. Pourquoi si peu de mots sur un chantier aussi titanesque? Peut-être parce que ce savoir-là n'était pas littéraire, mais gestuel. Un maître montre, l'apprenti imite, la communauté perpétue. Peut-être aussi parce que Derinkuyu appartenait à la stratégie, et que la première règle d'une forteresse est de ne pas se faire remarquer. On ne raconte pas ce qui doit rester secret. Reste la tentation du grand récit. Et si Derinkuyu remontait à un passé plus ancien que ce que nous imaginons? Une humanité confrontée à des hivers volcaniques, à des ciels chargés de cendres, à des jours sans soleil. Une mémoire souterraine qui aurait traversé les siècles, reprise, polie, adaptée par chaque génération qui en avait besoin. Rien ne l'atteste formellement, mais l'ampleur du lieu garde cette hypothèse à portée de main comme une clé posée sur le linteau. Qu'on penche pour l'ingénierie défensive, pour l'abri climatique ou pour un héritage oublié, Derinkuyu oblige à une chose restée humble. Sous nos pieds, des peuples ont pensé la survie avec une précision presque moderne et ils l'ont fait avec des outils simples, de la patience et une lecture fine de la pierre. Peut-être que le plus grand mystère n'est pas qui ni quand, mais comment nous avons pu si longtemps sous-estimer ceux qui, dans la nuit du sol, ont bâti un monde capable de tenir face à l'inconnu. Merci d'avoir suivi ce voyage dans les profondeurs de Derinkuyu.
Si cette exploration t'a plu, pense à laisser un pouce bleu, à partager et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains mystères. À bientôt, merci.